On va sortir un peu des témoignages, des tables rondes pour laisser place à quelque chose qu'on connaît bien en innovation, c'est-à-dire une place au pitch. Et mais pas des pitchs n'importe comment, puisque ça sera aussi l'occasion d'ouvrir des opportunités. On a parlé de beaucoup de rencontres, de beaucoup d'événements dans lesquels on voit des opportunités se passer. Il se trouve qu'on a 2 startups avec nous qui veulent vous présenter ce qu'ils font et qui ont des opportunités à vous proposer, peut-être, vous dans l'Assemblée, vous en ligne. Donc, c'est ce qu'on appelle une bourse au recrutement, tout simplement. Je vais donc appeler mes 3 invités qui représentent donc 2 startups. Je vais appeler David Alliou et Julien Bayeul, qui sont chefs de produit chez Kylabs. Ils peuvent me rejoindre sur scène, prendre un micro, c'est parfait. Et on va inviter également Christopher Humphries à nous rejoindre sur scène. Il peut prendre un micro. CEO de Malizen. Super. Mais c'est pas grave, ça va être génial quand même. Ici, ce sera très bien, comme ça. Merci beaucoup à tous les 2 d'être avec nous. Merci. Et de venir représenter, en tout cas de nous parler de ce que vous faites. Ça va être très simple, de manière très pragmatique. Je vais vous donner à chacun le temps de parole. Voilà, vous avez 3-4 minutes pour nous présenter plus ou moins qu'est-ce que fait votre start-up. Et ensuite, ce sera aussi à vous de nous poser des questions au cas où. Enfin, pas à moi, plutôt à eux. À voir si ça vous intéresse, s'il y a quelque chose qui vous intéresse en termes de backstory ou peut-être même d'opportunités, parce que ça va être aussi l'occasion d'en parler. Je vais peut-être donner tout d'abord la parole à Kylabs, tranquillement. Je t'en prie. Je peux faire debout? Bien sûr. Ok. Il faut merci. Ne bouge pas trop quand même. Bouge pas Parce qu'on trop. te suit à la caméra. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup de me donner l'occasion de présenter Kylabs. Moi, je suis pas le CEO. Le CTO n'était pas disponible aujourd'hui. Je suis David Alliou, je suis chef de produit à Kylabs depuis environ 4 ans. Et à la base, j'ai fait une thèse en optique non linéaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Kylabs? À Kylabs, on fait de la mise en forme de la lumière. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de vouloir mettre en forme la lumière, mais en réalité, dans notre quotidien, on utilise énormément d'applications en lien avec la photonique, la science de la lumière. Prenons un exemple que vous avez tous probablement dans votre poche ou peut-être dans votre main, comme moi, un smartphone. Alors d'abord, votre smartphone est connecté à Internet grâce à des antennes radio, mais aussi au backbone de l'Internet composé de lasers et de fibres optiques. Votre smartphone, il a également une coque et un écran qui sont découpés de manière extrêmement fine, et ça grâce probablement à de la découpe laser. Sur mon téléphone, j'ai également accès à la météo, un GPS, des images satellites via Maps par exemple, bref, plein de données qui viennent de l'espace. Et une manière de rapatrier ces données sur Terre, c'est d'utiliser des communications optiques satellitaires. Je pourrais vous parler de tout un tas d'autres applications comme du LIDAR, de la chirurgie laser ou bien de la distribution de clés quantiques. Toutes ces applications utilisent la lumière et plus précisément un laser. Et si vous avez déjà joué avec un pointeur laser, vous savez que la forme du pointeur est plus ou moins patatoïde, plus ou moins ronde. Et bien, à Kylabs, c'est justement avec cette forme qu'on va jouer et qui nous ouvre énormément de champs d'application. En manipulant la forme de la lumière, imaginez en carré ou en triangle, on augmente le débit dans les fibres optiques. On améliore le rendement de la découpe laser, on permet des communications optiques satellitaires. Bref, on touche à tous les champs de la photonique. Et pourtant, à la base, on peut difficilement faire plus fondamental comme recherche. Notre technologie, sur laquelle on a aujourd'hui 19 brevets, vient du laboratoire Kastler-Brossel. Le LKB, c'est un labo d'optique quantique dans lequel la techno a été développée aux alentours de 2010 pour manipuler les états quantiques de la lumière. Mais à un moment, Alcatel-Lucent nous a dit « mais c'est génial ce que vous faites, on va mettre ça dans les réseaux optiques, ça va permettre d'augmenter le débit ». Donc là, Jean-François Morizur termine son doctorat au LKB. Après un passage express au BCG, il postule à un concours d'innovation, il le remporte et il lance Kylabs en 2013. Il s'associe avec Guillaume Labroye, qui est également docteur à l'époque, qui prend la direction technique, et Nicolas Treps, qui est le co-inventeur, professeur au Collège de France, prend la direction scientifique. Dès 2014, l'entreprise comptait 6 salariés. Aujourd'hui, on est 60,
dont plus de 20 docteurs, donc là, petit clin d'œil à ce qu'on disait tout à l'heure sur les docteurs, avec une très forte croissance, 4 lignes de produits et récemment un nouveau code d'accélérateur sur les communications optiques satellitaires, où on va passer du composant au produit, et bientôt, route de l'Orient, vous pourrez voir une magnifique station sol. Si je dois résumer Kylabs en quelques mots, c'est une technologie qui vient d'un laboratoire de recherche fondamental, qui a trouvé des applications concrètes et un marché, et aujourd'hui permet de faire tourner une entreprise de 60 salariés. Et spoiler alert, on va énormément recruter dans les prochains mois, et donc passez le mot, on va avoir besoin de jeunes docteurs pour inventer aujourd'hui les technologies optiques de demain. Merci. Merci. Gardez vos questions en tête. On va d'abord laisser place à Christopher, qui va aussi nous parler de sa startup. Et après, on essaiera peut-être de revenir un peu plus en détail sur ce que tu nous as présenté, au cas où. Christopher, est-ce que tu veux bien nous parler de Malizen et de ce que vous faites? Ouais, carrément. Il m'a mis la pression, lui. S'est mis debout, il a un texte déjà rédigé. Christopher a moi, j'ai pas eu accepté le temps de de faire nous ça, moi. rejoindre au dernier moment, il faut le dire. C'est ça. Donc on fait pas de photonique, mais j'étais chercheur aussi. J'ai aussi fait une thèse, peut-être pas aussi fondamentale, puisqu'on a décidé que c'était très appliqué. Nous, on est en cybersécurité. Donc ma thèse était financée par la DGAMI et notre objectif, c'était de fabriquer des nouvelles plateformes pour faciliter la vie des personnes qui doivent faire un travail en cybersécurité. Pour nous, la cybersécurité, c'est de plus en plus connu. C'est quelque chose de plus en plus connu parce qu'on parle beaucoup des attaques en cyber actuellement. Il y a eu une poussée vers la technologie pour essayer d'automatiser, détecter, de vraiment travailler sur ces sujets-là. Le problème, c'est que ça fait que tout ce qui est humain est négligé. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes en cybersécurité qui sont de plus en plus importantes. Aujourd'hui, il y a besoin de beaucoup plus de gens qu'on a actuellement. Et il y a des gros problèmes de burn-out, et c'est des personnes expertes. Donc il y a vraiment un problème humain à régler, et c'est quelque chose qu'on a vu il y a quelques années maintenant. D'ailleurs, j'imagine que quand on traite de l'information, la cybersécurité, c'est quand même quelque chose de prioritaire. Bref, avec la DGAMI, nous, on est parti explorer tout ce qui était data science, data visualisation, machine learning, pour faciliter la fouille de données en cybersécurité, pour permettre aux personnes qui ont énormément d'informations à surveiller pour détecter les incidents et pouvoir y réagir, de mieux les comprendre, de mieux les partager, de mieux travailler ensemble pour pouvoir réagir à l'attaque. Donc ça veut dire qu'un des use cases très particuliers, je vais parler de faux positifs et de faux négatifs. Le Covid, ça a eu l'avantage de nous permettre de savoir ce que c'est, tout ça. En cybersécurité, c'est un peu la même chose. On a énormément de données, donc on ne savait pas trop quoi faire avec. Donc on a mis des algorithmes par-dessus ça pour essayer de réagir quand quelque chose ressemblait à une attaque. Mais c'est un peu comme un truc qui détecte des incendies. On va le faire réagir au quart de tour, le plus tôt possible pour éviter l'incident. Et donc il réagit tout le temps. Donc ça veut dire qu'il y a plein de faux positifs tout le temps. Et les équipes doivent regarder tout ça pour essayer de détecter les vrais incidents. Aussi, ces algorithmes peuvent de temps en temps ne pas réagir du tout, c'est des faux négatifs. Et pour faire ça, il n'y a pas de façon, c'est regarder les informations, fouiller là-dedans, les identifier, les partager. Bref, finalement, le travail est très humain, même s'il y a beaucoup de technologie. Donc, les prototypes étaient super fonctionnels. On réussissait à accélérer vraiment tout ce process de détection, de réaction, de collaboration, de minimum x4. Donc ça veut dire qu'on réagit 4 fois plus rapidement aux incidents. Et plutôt que de devenir enseignant-chercheur, on a décidé de fonder une boîte il y a quelques années, juste avant le Covid. Donc super timing, mais donc on a fait une entreprise qui est très remote, qui a une méthode de travail qui est un peu différente des autres. Aujourd'hui, on est 10 personnes. On vient tout juste d'emménager au Mabilais. On a été incubé par le ministère des Armées pendant quelques années. On est aussi dans le Cyber Booster. On est lauréat du Grand Défi Cyber. On a plein de logos dans notre site. Et aujourd'hui, effectivement, comme vous, on recrute des gens plutôt sur l'aspect business, puisqu'aujourd'hui, on cherche plutôt notre premier business développeur pour nous aider à structurer tout ce qui est force de vente et l'approche qui va être fortement marketing, mais aussi en sales direct face à des entités plutôt grands comptes, où il y a de la vente complexe à faire face à des équipes cyber qui ont vraiment besoin de nouveaux outils. Et je pourrais dire plein d'autres choses, mais je vais m'arrêter là. Merci, on peut l'applaudir. Alors, cher public, maintenant la parole est aussi à vous. Est-ce que vous auriez des questions vis-à-vis, alors pas forcément des opportunités absolument, mais c'est possible, par rapport au projet de nos deux camarades ici présents? Est-ce qu'il y a une envie d'en savoir plus? On va vous apporter un micro. Bonjour.
Merci, j'ai une question en fait pour Skylabs. C'est une question toute simple. En fait, je voulais juste savoir si votre photonique était particulièrement basée que sur l'utilisation de laser ou est-ce que vous utilisez d'autres technologies? Alors, nous, ce qu'on fait vraiment, c'est de la mise en forme de la lumière et de la mise en forme de lumière très souvent qui est ce qu'on va appeler cohérente. Donc, bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais globalement, ça va principalement être pour des lasers et principalement pour des applications laser. Et après, c'est vrai qu'on touche à tout un tas d'applications. J'ai pris l'exemple des coms optiques, des fibres optiques, tout ça, mais on a aussi des applications, je sais pas, pour de la détection, pour du sensor, pour de l'imagerie, enfin voilà. Donc potentiellement, plutôt vous laser. pourriez... Ah oui, plutôt laser, mais... Vous serez intéressé par utiliser d'autres technologies que le laser qui pourraient, par exemple, permettre, ouvrir des opportunités dans des utilisations comme la détection de lumière ou des choses comme ça, mais pas forcément utilisant des lasers? Je pense que ça se discute à partir du moment où il y a besoin vraiment de mettre en forme. En plus, je n'ai pas pris, mais j'ai le boîtier dans mon sac. C'est pas grave, je l'ai oublié. Mais on peut en parler après, à la limite, si ça vous intéresse. C'est peut-être le plus simple. Merci. Donc, le champ des possibles est potentiellement ouvert. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Allez-y, on vous écoute. Bonjour, merci beaucoup pour votre témoignage. Donc, moi aussi, je suis à la tête d'une start-up, donc je ne cherche pas du tout à un nouveau boulot. Mais bon, on a compris que vous avez besoin, et vos technologies, c'est génial, et vous avez besoin de recruter. Mais qu'est-ce que vous allez innover aussi sur la côté RH, au-delà de votre technologie, pour pouvoir attirer les talents dont vous avez besoin? C'est une très bonne question. C'est une question large aussi. Déjà, je dirais que la cybersécurité, c'est quelque chose qui est de plus en plus en développement actuellement. Il y a vraiment une poussée de la part du gouvernement de développer des nouvelles startups, d'entraîner plein de personnes comme ça. On fait partie d'une minorité de startups qui fabriquent de la technologie et du produit pour la cybersécurité. C'est majoritairement du service aujourd'hui. Donc déjà, ça peut être motivant. C'est aussi un métier très, j'ai envie de dire, Sherlock Holmesien, dans le sens où on cherche des choses, on fait de l'investigation, c'est de la fouille d'informations. Il y a même des séries poussées par l'ANSSI, certes, mais quand même des séries bien intéressantes sur le sujet, donc le Bureau des légendes, des choses comme ça. Et nous, on a une composante fortement communautaire aussi, dans le sens où on va pousser de la technologie vers les personnes qui utilisent les outils, en plus de faire de la vente directe aux entreprises. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aider les personnes, pas juste produire de la technologie, mais vraiment accélérer les gens et mettre de la technologie à leur service. Merci pour cette réponse. Est-ce que David, tu veux rebondir aussi là-dessus? Déjà, peut-être, on peut le prendre aussi sous notre perspective, puisque Skylabs, de ce que j'ai compris, vous avez pas mal de personnes aussi qui ont été recrutées déjà. Tu n'étais pas forcément au tout début de l'aventure, de ce que j'ai compris. Donc peut-être toi, comment ton talent a pu être attiré à l'intérieur de Skylabs? Ouais. Alors, je pense que RH. ouais, tout à fait. Non, mais c'est une question vraiment importante en plus aujourd'hui, alors qu'on a plus ou moins une pénurie de recrutement. Enfin, c'est dur de recruter en ce moment. Je pense que quand on est dans une start-up, il y a quand même différents éléments qui sont innovants intrinsèquement par rapport à d'autres entreprises comme des grands groupes. Ou en tout cas, il faut qu'on soit innovant, il faut qu'on soit hyper agile. Et c'est vrai aussi au niveau des métiers. Moi, pour donner un exemple, j'ai été recruté en 2018 à la base sur un poste de technico-commercial, ce qui moi me faisait un peu peur parce que j'avais fait une thèse. La partie commerciale, je trouvais que ça faisait tâche dans le titre, pour être honnête, ce qui est au final pas du tout vrai, mais voilà. C'est un mot qui fait un peu peur. C'est un mot qui fait peur quand on vient de la technique. Le commercial, ça paraît un peu pas bien, quoi. Donc voilà, au bout de 9 mois, j'ai lancé un nouveau produit, je suis passé chef de produit, j'ai une autonomie qui est très très forte. Et je pense que c'est aussi une particularité des startups où on n'a pas besoin d'avoir des chaînes de validation énormes. On a une direction, une gestion des ressources humaines qui est très transverse. Et je pense que là-dessus, on est obligé de faire ça aussi si on veut attirer des personnes. Et après,
sur la partie, sur les parties innovantes, je pense que c'est dur d'être complètement innovant en RH. Moi, je connais pas bien. En tout cas, je suis aussi d'une partie technique. Par contre, pour attirer des talents, il y a plein de choses. À Rennes, quand même, c'est une super ville. Il faut jouer là-dessus. La techno, ça attire quand même. Mais je pense que c'est pareil en cybersécurité. Quand vous avez une techno innovante, ça fait venir des talents. Ça fait venir des gens qui sont hyper techniques, qui viennent par exemple dans la recherche et qui ont envie de continuer à faire quelque chose de technique et qui veulent pas juste faire de la gestion de projet avec des Excel. Et après, c'est vrai. Et voilà, je pense faire confiance à ces équipes, donner de l'autonomie à ces équipes, donner des marges de manœuvre à ces équipes, c'est des choses qui sont importantes dans les startups, quoi. Autrement, on va chez Airbus ou chez Thales, quoi. C'est vrai que c'est une question qui est vraiment, c'est une vraie problématique. Peut-être que je peux aussi laisser la parole à quelqu'un dans l'Assemblée qui aimerait se prononcer sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est large et grand. Il y a aussi, pendant que quelqu'un peut-être se positionne ou a envie de réfléchir à sa réponse, il y a aussi tout l'aspect au-delà du RH. On a beaucoup entendu, je soulève la question, hein, encore une fois, on a beaucoup entendu aujourd'hui lors des différentes tables rondes qu'il y a beaucoup besoin justement d'avoir ce côté échange, mentoring, collaboration. C'est quelque chose aussi probablement qu'on attend à l'intérieur d'une start-up pour que, une fois que, pour déjà, j'imagine, alors peut-être que vous pouvez en parler, comment on peut instaurer un environnement de travail qui permet en tout cas de laisser ce côté un peu convivial, vie de famille, tout en gardant, vie de famille entre guillemets, petite communauté à l'intérieur de la start-up, mais tout en gardant le côté professionnel et les objectifs en ligne de mire. Est-ce que vous avez quelque chose à partager là-dessus, sur une approche que vous employez ? Non, si, 100%. Ouais. Donc nous, on n'est pas 60, on est 10. On est 9, on cherche notre 10e. Je dirais que déjà, c'est une mentalité d'équipage, petit équipage de navires qui part à l'exploration, et donc tout le monde doit faire un peu de tout. Tout le monde peut participer aux réunions, puisqu'on est toujours à petite échelle. Ça veut dire qu'on peut avoir énormément de pression, ses idées sont entendues, et nous, quand on doit choisir des objectifs, en général, une personne est à 80% sur son expertise et 20% sur autre chose. Ça veut dire qu'une personne technique connaît les besoins du client. Une personne en marketing peut aussi travailler sur la technique. Quand quelqu'un travaille sur de la communication, ils sont aussi en train de parler avec les personnes qui gèrent la RH. Donc tout le monde est au courant de tout et tout le monde peut. Ça veut dire qu'on peut fabriquer une stratégie où tout le monde peut savoir ce qui se passe et tout le monde se sent concerné. Donc je pense que sur le mélange de compétences et le fait d'apprendre des nouvelles choses, c'est vraiment une des opportunités énormes. Ouais, donc c'est la chose aussi à mettre en avant lorsqu'on veut rejoindre ce genre de structure, en tout cas, pour attirer des nouveaux talents. Merci. Ouais, et rebondir. Et c'est rigolo parce que le côté 10 vs 60, c'est vrai que nous, alors moi je ne l'ai pas complètement vécu parce qu'on était déjà une trentaine quand je suis arrivé, mais déjà on nous disait pas mal, ça a changé depuis le moment où on était 10, où il y avait vraiment un côté familial. Nous on est passé quand je suis arrivé, on était une petite équipe déjà. Et aujourd'hui à 60, c'est vrai que ça change, on ne connaît pas tout le monde, il y a moins ce côté familial et donc il faut essayer de le garder quand même parce que c'est hyper important. C'est ça qui fait aussi la force d'une startup, c'est d'être tous vraiment impliqués dans l'ensemble, je ne vais pas dire dans l'ensemble des choix parce que c'est pas complètement vrai, mais vraiment tous embarqués dans le même bateau avec une équipe qui va être soudée, qui va être prête à de temps en temps avoir des coups de bourre, voilà. Et ce côté-là, garder une structure qui va être très humaine, très familiale, très soudée, c'est hyper important et c'est un peu un challenge. Nous, on va augmenter encore et je pense que là, pour le coup, les ressources humaines vont avoir du boulot pour conserver ce côté-là, quoi. Super, merci à tous les deux. Le temps file, donc je peux vous laisser une dernière question, sinon on passera à la suite. Et dans ce cas-là, on va les remercier, vous pouvez les applaudir. Merci à vous, Christopher et David. Merci. Je vous invite du coup à descendre, à rejoindre le public, et je vais inviter le prochain